Chers amis, l'heure est très grave. Il se passe énormément de choses en ce moment qui méritent qu'on aborde ces genres de sujets aujourd'hui. Le monde va mal. L'Afrique se réveille. Alors, est-ce une bonne chose, est-ce une mauvaise chose? C'est à vous de juger. Est-ce l'extension de la guerre entre l'Union européenne et la Russie qui s'étend en Afrique? Je vous laisse vous-même juger tout au long de cette vidéo. Quand je dis que l'heure est grave, c'est-à-dire que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui dans le monde entier mérite toute notre attention. En effet, la situation de guerre entre la France, l'Union européenne et l'Afrique, la France, l'Union européenne et la Russie, a laissé une place à la Russie par l'intermédiaire du groupe Wagner pour pouvoir profiter de la situation et s'intéresser à l'Afrique et donc aider l'Afrique, si on peut dire ça comme ça, à pouvoir récupérer ou contrôler son territoire, contrôlé par la France-Afrique, par la France, par l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit, alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français. Je souhaite que nous puissions organiser une présence internationale plus forte et structurer au Sahel une nouvelle coalition autour de nous, en lien avec nos partenaires européens déjà présents. Le président français demande à nos chefs d'État africains francophones de fermer nos bouches. Parce que, selon lui, nous cultivons un sentiment anti-français. Mais vous savez très bien que c'est faux. Monsieur le président Macron, il n'y a pas de sentiment anti-français ici. Ce que vous appelez sentiment anti-français, d'ailleurs, comment vous allez présenter ça? Je suis en train de parler en français, là. J'ai rien contre le français en tant que langue. Je ne parle pas en sénoufou, ou en djoula, ou en serer, ou en wolof, ou je ne sais quoi, soninké, bambara, ou quoi d'autre. Je parle en français. Je n'ai rien contre le français. J'écris, je m'exprime, je travaille en français. Je n'ai rien contre les Français. Nous n'avons ici en Afrique francophone rien contre les Français. Ils sont nombreux, ils ont des entreprises, ils créent des emplois pour nous, ils payent des impôts. Nous sommes nombreux à travailler avec eux, à travailler pour eux. Ils travaillent souvent pour nous. Nous sommes des amis, nous nous marions, nous vivons ensemble ici comme en France sans aucune animosité. Donc, ce n'est pas un sentiment contre les Français ou contre le Français. Ce que vous appelez sentiment anti-français en réalité, c'est un ras-le-bol, c'est une révolte, c'est un refus de la mainmise de l'État français sur nos autorités et par ricochet sur nos économies, sur nos peuples. C'est ce que nous refusons. Les relations incestueuses entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Les relations de connivence entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Parce que simplement ces relations étouffent la démocratie. Ces relations étouffent le respect des droits de l'homme. Ces relations étouffent la possibilité que nous devons avoir de demander des comptes à nos dirigeants. Ces relations étouffent l'expression plurielle chez nous. Il n'y a que ce que le président dit parce qu'il est d'accord avec Paris, donc c'est ce que lui dit qui est bon. Monsieur le président, c'est ce qui nous révolte. On a le sentiment que vous êtes complice de nos chefs d'État pour nous brimer. On a le sentiment que les droits de l'homme que vous faites respecter en France, les libertés individuelles que vous faites respecter en France, la déclaration universelle des droits en France,
déclaré là-bas par vos ancêtres, Monsieur le Président. On a l'impression que vous considérez que nous, en Afrique, on n'a pas droit à cela. Nous, en Afrique, on n'est pas digne de cela. Nous, en Afrique, on n'est pas suffisamment humain pour avoir les droits humains. C'est ce qui révolte cette jeunesse-là. La conséquence, vous voyez chaque jour de nombreux jeunes essayant d'aller là où les droits sont respectés, là où les libertés sont respectées, là où on a le sentiment qu'ils sont des hommes. C'est ce qu'il faut changer, Monsieur le Président. C'est ce qu'il faut changer. Vous pouvez parler 1000 fois à nos chefs d'État, vous pouvez leur donner des instructions 1000 fois, mais ça ne changera rien dans la tête des populations africaines ici, dans l'esprit des populations africaines ici. L'idée est que nous voulons redevenir des hommes libres. Nos ancêtres ont été vendus comme des marchandises par vos ancêtres. Comme des marchandises. Pendant de 1500 à 1890, par là, comme des marchandises. Nous fermons les yeux là-dessus. Nos parents ont été gouvernés par la décision que vos parents ont prise à Berlin de venir s'accaparer nos territoires, nous-mêmes, nos fleuves, nos rivières, nos matières premières, de prendre possession de nous. Ça a duré près d'un siècle. Fermons les yeux là-dessus. Vos prédécesseurs ont considéré que nos chefs d'État devraient être juste des délégués pour eux, pour nous maintenir ici. Comment on peut avoir le sentiment français quand on descend à l'aéroport d'Abidjan, le boulevard qu'on prend s'appelle Giscard d'Estaing. Le pont qu'on emprunte s'appelle De Gaulle. Et la route qu'on utilise pour aller à l'université s'appelle boulevard Mitterrand. Et puis partout, on a Trèche-la-Plaine, Port-Bouët, Binger. Non! Ce que la nouvelle génération veut, ce que nous voulons, c'est l'autodétermination. Que nos chefs d'État nous rendent compte ici, qu'ils ne soient pas obligés d'aller vous rendre compte pour se donner une certaine légitimité, comme Macron est d'accord avec moi, comme Chirac est d'accord avec moi, comme le chef d'État français est d'accord avec moi. Donc ici, vous allez faire ce que je dis parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Monsieur le Président, tant que ça durera comme ça, les gens ici auront le sentiment que l'État français est complice de leur brimade, de leur pauvreté, de leur chômage. C'est ce que nous voulons changer. C'est ce que nous voulons changer. Renvoyer Kako Noboko, renvoyer Kemi Seba, renvoyer Nathalie Yamb, contester les propos de Salif Keïta ou je ne sais qui d'autre, ça ne changera rien. C'est dans la tête de chacun. Chacun de nous, les gens, ces idées-là ont imbibé notre esprit maintenant. Le désir de liberté, vous devez connaître ça. Vos ancêtres se sont battus pour avoir cette liberté. On fait plusieurs guerres pour jouir de cette liberté. Ce que nous voulons, c'est ça. Liberté de commerce, liberté de nous organiser, nous autodéterminer, faire ce qui est bon pour nous sans nuire à vos intérêts. Mais ça ne vous dit pas de venir nous imposer vos intérêts. Si vous pensez, chers auditeurs, que ce message vaut la peine d'être diffusé et que nous soyons nombreux à nous l'approprier, sans animosité, sans bestialité, mais avec fermeté et conviction, il faut liker, il faut partager. Parce que c'est l'Afrique de demain qui se joue là. Nous ne voulons plus être des marchandises, nous ne voulons plus être sous la tutelle de quelqu'un, nous voulons redevenir des hommes libres. Bonjour les amis, je suis Eddy Chifele, entrepreneur en France et en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je viens avec un sujet très important, c'est les récents problèmes qu'on a en Afrique depuis 2020. Le sursaut qu'il y a en Afrique, le réveil des Africains. Peut-on réellement parler d'un réveil africain? C'est ce qu'on va voir ici. Donc, on va diviser cette séquence d'aujourd'hui en 4 parties. La première partie, c'est la période post-coloniale. La période post-coloniale, donc, elle va de 1960, parce que nous savons tous que après 1960, c'est à partir de 1960 que les pays africains ont commencé à avoir leur indépendance, de 1960 à 1965. Donc, de 1960 jusqu'en 1980, on a eu la période post-coloniale. Ensuite, de 1980 à 1990, on a eu une période de néocolonialisme, c'est-à-dire que les pays étaient certes
décolonisé, indépendant, mais pas économiquement. Ensuite, de 1990 jusqu'en 2010, on a eu une période de domination. On peut même aller au-delà de cette période de 2010, même jusqu'en 2020, il y a eu une période de domination qui a vraiment poussé le bouchon trop loin, qui a étouffé les Africains. Ce qui fait que depuis 2020, eh ben, c'est le sursaut. La population africaine en a marre. Et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, la période post-indépendance de 1960 jusqu'à 1980, c'était une période où on a eu des coups d'État en Afrique, des dictatures. Vous vous souvenez de Mobutu, de Bokassa, j'en passe et des meilleurs. L'assassinat de Thomas Sankara par Blaise Compaoré. Il n'y a eu vraiment que des coups d'État, c'est-à-dire que nos présidents arrivaient au pouvoir par coup d'État, c'est-à-dire qu'ils tuaient les autres, ils tuaient leurs propres amis, leurs frères, pour accéder au pouvoir. Ça, c'était de 1960 à 1980. Ensuite, il y a eu la période néocolonialiste. Néocolonialisme, c'est la période qui a été de 1980 à 2000, aux années 2000. De 1980 aux années 2000, on va dire. Donc, la période néocolonialisme, c'est-à-dire que on était décolonisé, mais notre économie n'était pas contrôlée par les Africains. Ensuite, la période de domination, c'était de 2000 jusqu'en 2020. C'était la domination parce que même si on produisait, les prix, les marchés étaient contrôlés par l'Occident. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a eu un sursaut depuis 2020. Et c'est ça qui mérite toute notre attention là tout de suite. Nous nous rappelons que en 2020, le Mali s'est soulevé. Pourquoi? Parce que depuis 2013, il se passe au Mali beaucoup de problèmes, notamment grâce aux djihadistes. Il se passe que le Mali n'est pas en sécurité. Il y a des djihadistes qui sèment la terreur, qui tuent. Il y a beaucoup de problèmes. Et la France était justement venue pour régler ces problèmes-là. Par contre, depuis 2013 jusqu'en 2020, rien n'a changé. Pire encore, il n'y a pas eu de résultats. Et le peuple malien, par l'intermédiaire des colonels maliens, se sont rébellés et ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir, ils ont même chassé l'ambassadeur français au Mali et ont pris le contrôle de leur propre territoire. Était-ce grâce à la Russie, grâce au groupe Wagner de la Russie? Je vous laisse en juger et me le dire en commentaire. Mais ce qui est sûr, c'est que le peuple malien a repris le contrôle de son espace, de son territoire, de son État, de son peuple, et ne veut plus entendre parler de la France. De même, au Burkina Faso, en 2022, qu'est-ce qui s'est passé? La même chose. Le capitaine Ibrahim Traoré s'est soulevé et a pris le pouvoir. Depuis, vous l'avez même suivi pendant le meeting avec la Russie, comment il a interagi, comment il a agi, comment il a défendu les valeurs africaines. Donc, le président Ibrahim Traoré a pris le pouvoir depuis 2022 et ne veut plus entendre parler de la France. Pareil, ce qui se passe récemment, tout récemment, au Niger, en juillet 2023, ici récemment, eh ben, les Nigériens ont pris le pouvoir après un coup d'État et ils ne veulent plus entendre parler de la France. Tous ces trois pays dont je viens de citer les noms, le Mali d'abord en 2020, le Burkina Faso en 2022 par l'intermédiaire du président, du capitaine, mais maintenant du président Ibrahim Traoré en 2022, et le Niger récemment en juillet 2023. Alors, est-ce une coïncidence?
Est-ce une volonté de Poutine et de la Russie, par l'intermédiaire du groupe Wagner, de se venger de la France et de l'Union européenne en aidant les Africains à reconquérir leur territoire, à reprendre le contrôle de leur intégrité territoriale et à pouvoir avoir un contrôle de leur propre économie? Est-ce une mauvaise chose si aujourd'hui l'Afrique reprend les choses en main, ce qu'on appelle aujourd'hui un sursaut africain? Le problème, c'est quoi? C'est que la France, pendant un long moment, pendant une longue période, a voulu se faire passer pour le soldat du monde, pour le justicier, pour le pompier de l'Afrique, celui qui vient pour résoudre le problème. Mais que nenni, comme dirait l'autre, rien ne s'est passé. Aujourd'hui, en Afrique, les mêmes problèmes qu'on avait eus dans les années 80 perdurent. La famine, la crise politique, la crise économique, les problèmes de santé, ce qui fait que les Africains en ont totalement marre de la France. Les Africains sont fatigués. Ils ne veulent plus d'une condescendance, c'est-à-dire qu'on les prend de haut, ni d'une complaisance, c'est-à-dire qu'ils acceptent tout sans agir. Ils veulent être maîtres de leur destin, de prendre contrôle de leur pays, de leur territoire, de leur économie. C'est pourquoi ils ne veulent plus que la France et l'Union européenne interviennent. Voilà ce qui se passe aujourd'hui, les amis. Et en tant qu'Africain, je peux dire que on a aujourd'hui atteint un niveau de revendication qui mérite l'attention de tous les Africains. Si ces trois pays que je viens de citer, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, se réveillent, c'est-à-dire que d'autres pays pourraient faire la même chose. Et ça inquiète la France, ça inquiète l'Union européenne, parce que c'est un problème qui a commencé, mais qui n'est pas prêt de s'arrêter. C'est peut-être ça la solution pour l'Afrique. C'est peut-être grâce à ces trois pays que l'Afrique va pouvoir se relever et reprendre le contrôle de son territoire. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les gens, les Africains ont compris qu'il y a une autre issue à nos problèmes, que la France ou l'Union européenne ne viendra pas régler le problème de l'Afrique. L'Afrique devra régler ses problèmes elle-même, par ses propres moyens, en trouvant des solutions à ses propres problèmes. Et nous, en tant qu'investisseurs, en tant qu'économistes, en tant qu'entrepreneurs, nous devons se servir de cette leçon pour comprendre que c'est par l'entrepreneuriat, c'est par l'économie, par la création d'entreprises, la création de richesses, qu'on reprendra le contrôle de l'économie africaine en investissant. Parce qu'aujourd'hui, on a beau parler, mais ceux qui ont investi en Afrique, ce ne sont pas les Africains, ce sont d'autres communautés, notamment les Occidentaux, les Européens. Alors, les 53 milliards que nous, Africains, avons de budget qu'on envoie à nos familles, nous pouvons l'utiliser autrement en investissant pour aider nos dirigeants. Parce que c'est bien de critiquer les dirigeants à chaque fois, de dire que oui, un tel a fait ci, un tel n'a pas fait ci, un tel n'a pas fait ça. Mais qu'est-ce que nous on fait, nous? Nous avons aussi un pouvoir. Nous avons aussi de quoi agir, de quoi intervenir. Nous avons de quoi embaucher 10 personnes, 15 personnes. Nous avons de quoi contribuer dans l'activité économique de nos pays, de nos différents pays. Si on est 1000 à embaucher 5 personnes, ça fait 5000 personnes d'embaucher en Afrique. Et si on est 10 000, faites les calculs vous-même. Donc l'Afrique a besoin de nous. Et le sursaut africain qui a lieu depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui 2023, qui va encore continuer, demande à ce que les Africains travaillent, économisent, investissent et surtout qu'ils n'aient peur de rien, qu'ils avancent
Parce qu'aujourd'hui, on sait comment les choses se passent. On nous a toujours dit, si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, écrivez-le. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore d'actualité? Parce que vous pouvez cacher tout ce que vous voulez comme écrit. Mais grâce aux réseaux sociaux, on peut accéder à la connaissance. On peut accéder à l'information. On peut accéder à la culture. Donc les amis, je vous invite ici à investir massivement en Afrique pour avoir des capitaux et aider nos gouvernements, nos pays, nos dirigeants. Parce que si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, c'est quelque chose que nous n'avons pas vu venir, mais qui est là. C'est le sursaut africain. Les pays africains se réveillent. On a toujours dit, oui, l'Afrique dort. L'Afrique est le dernier de la classe. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous l'avons tous vu avec le capitaine, le camarade, comme il nous appelle, le camarade Ibrahim Traoré, en Russie. On a tous suivi son intervention. Ça mérite au minimum notre reconnaissance, notre admiration en tant qu'enfant d'Afrique, pour dire que aujourd'hui il est temps. Et ça c'est vrai. Lui il l'a compris, le camarade Ibrahim Traoré, le président Ibrahim Traoré. Les colonels maliens qui ont fait que la France laisse le Mali ont compris eux aussi. Bien entendu, au Niger aussi, on a compris. En fermant l'espace aérien, en empêchant les compagnies d'aviation de pouvoir circuler et de pouvoir autoriser d'autres pays à venir s'aimer la terreur et faire des coups d'État. Alors, ici, je ne suis pas là pour faire l'apologie de la rébellion, du soulèvement, mais je suis là pour remarquer, pour vous dire la vérité sur ce qui se passe réellement dans le monde. Et aujourd'hui, dans le monde, ce qui se passe, c'est que les Africains sont fatigués des propos, des promesses non tenues de l'Union européenne, des mensonges, et nous voulons la paix, la liberté et surtout de vivre une vie décente, de ne pas mourir dans la Méditerranée en cherchant une vie meilleure dans d'autres pays alors qu'on peut avoir une vie meilleure dans nos propres pays. C'est ça que les Africains ont besoin et c'est pour ça que ces trois pays-là dont j'ai cité les noms luttent tous les jours pour que l'Africain de demain soit un Africain respecté, qu'il soit un Africain qui vit décemment, sans condescendance, qu'on ne le prenne pas de haut, sans complaisance, dans son pays, et qui vive bien. Nous avons tous besoin de ça. Et je suis sûr que même les Européens eux-mêmes, même les Français qui vivent aujourd'hui une situation difficile, ils ont la crise, ils ont des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes de travail. Tout ce qu'ils veulent, c'est vivre bien, en paix et en harmonie avec les autres. C'est tout ce que tout le monde demande. Pourtant, les politiciens font le contraire. Ils nous mettent les uns contre les autres, l'Afrique contre l'Europe. Or, nous pouvons vivre dans ce monde en communion, chacun à son niveau, chacun à son côté. Voilà ce que moi je pouvais dire des choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. À vous de juger. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Moi, en tout cas, je vous ai fait part de ma façon de voir les choses. J'ai divisé les périodes africaines en 4 périodes très distinctes et très importantes qui méritent vraiment votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez avec les autres parce que ça peut vraiment les aider à comprendre mieux ce qui se passe. Likez la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, Le Rêve Africain, qui va permettre aux Africains de rêver, de réaliser leurs rêves.
abonnez-vous. À bientôt sur la chaîne Le Rêve Africain.